Bonjour et merci à tous de nous rejoindre pour ce webinaire intitulé Risques routiers et substances psychoactives, le mauvais cocktail au travail. Donc, c'est un webinaire qui est organisé à l'occasion des journées de la sécurité routière au travail qui ont lieu cette semaine. Le webinaire est prévu pour une durée d'1 heure environ. Nous aurons à la fin un temps qui sera dédié à vos questions, un temps d'environ 15 minutes. Pour poser vos questions, vous pourrez utiliser le bouton QR puisque le chat, lui, est désactivé. Donc, je vous demanderai d'utiliser ce bouton QR pour poser vos questions en fin de webinaire. Et nous aurons également, pendant le webinaire, une partie qui sera une partie quiz, donc une partie un peu interactive où, vous pourrez tester vos connaissances, sur le sujet du risque routier et des substances psychoactives en scannant le QR code qui est à l'écran. Donc je le remettrai quand on arrivera à la partie quiz. Vous scannerez, ce QR code avec, votre smartphone et vous pourrez, jouer avec nous pour, tester vos connaissances. Donc, le webinaire d'aujourd'hui est organisé par le réseau Présence PACA Corse, qui regroupe les 16 services de prévention et de santé au travail des régions PACA et Corse. Le contenu du webinaire d'aujourd'hui a été préparé par les services de santé au travail AISMT 13, Audalia et ST Provence. Alors, avant de laisser nos intervenants se présenter, je me présente. Je suis Cécile Cioni et je suis la chargée de communication pour le réseau Présence PACA Corse. Bonjour, Eric Pelletier, donc je suis médecin du travail chez Audalia, AIST 83 pour les anciens, anciennement AIST 83, pardon, et je fais aussi partie du groupe de travail addiction au risque routier qui a été mis en place dans notre service. Bonjour à tous, je m'appelle Jessica Legrand-Mira, je suis infirmière en santé au travail chez Audalia également, ancien IAST 83, et je travaille avec le docteur Pelletier sur notre groupe de travail concernant les addictions. Bonjour à tous, je suis Hélène Cogé, je suis intervenante en prévention des risques professionnels chez ST Provence. Bonjour à toutes et tous, je suis Mathilde Gaspard, je suis PRP à la SMT 13. Merci à nos intervenants pour s'être présentés. Donc, sur le webinaire, nous aurons 4 grandes parties avec une première partie sur les généralités du risque routier professionnel. Ensuite, nous aurons un focus sur les substances psychoactives avant de vous présenter quels sont les accompagnements possibles de votre service de prévention et de santé au travail en matière de prévention du risque routier professionnel et des substances psychoactives. Et nous terminerons par cette partie quiz pendant laquelle vous pourrez donc jouer avec nous à l'aide de votre smartphone. Donc, pour démarrer, je vais laisser la parole à Hélène Cogé pour parler des généralités sur le risque routier professionnel. Oui, en effet, donc je vais vous présenter quelques généralités. Et pour commencer, je vais vous rappeler quelques définitions à travers ce schéma. Donc ces définitions sont importantes à avoir en tête pour qu'on puisse avoir un langage commun pour la suite du webinaire. Donc en fait, dans le cadre du risque routier, il est important de distinguer plusieurs zones. La première zone qu'on va retrouver, c'est la zone bleue qui va correspondre à l'entreprise ou alors au lieu où sont effectuées les missions qui sont liées à l'emploi. Ça peut être un chantier, chez un client, chez voilà, n'importe quel endroit où on peut travailler. Donc si un accident intervient dans cette zone, on parlera d'un accident de travail, bien sûr sous respect des conditions nécessaires à sa reconnaissance. La deuxième zone, c'est la zone plutôt grisée qui va correspondre aux lieux de vie extra-professionnels. Donc, ça peut être le lieu d'habitation du salarié ou les lieux extra-professionnels comme une salle de sport, les centres commerciaux, par exemple. Les accidents qui vont avoir lieu dans ces zones sont des accidents de droit commun qui n'ont pas de rapport avec le monde professionnel. Si on s'intéresse maintenant aux accidents qui peuvent avoir lieu sur les trajets et le retour entre ces zones, on va d'abord vous retrouver la partie rouge, la flèche rouge qui vont correspondre aux accidents qui ont lieu entre l'entreprise et le lieu où s'effectuent les missions. Dans ces cas-là, on parlera d'un accident de mission et cet accident est considéré comme un accident du travail. Si on s'intéresse désormais aux flèches vertes, on pourra parler cette fois d'accidents de trajet. Ce sont tous les accidents qui vont venir entre le trajet aller-retour entre la résidence principale, le lieu où on prend habituellement ses repas sur le temps du midi lorsqu'on travaille, et les lieux habituels pour motif familial, comme l'école, la garderie, la boulangerie. Donc en fait, le trajet ne doit pas être détourné ou interrompu pour des motifs personnels,
sauf en cas de nécessité de la vie courante, ce qu'on a vu, l'école, la garderie et la boulangerie. Donc, dès l'instant qu'on a un accident sur ces trajets verts, ce sont des accidents de trajet qui sont reconnus comme accidents du travail. Et les derniers accidents, en fait, c'est ceux qui sont dans la partie grise qu'on a vu juste avant. Ce sont les accidents de la vie de tous les jours, risques routiers communs. Donc, si on résume, en fait, quand on parle de risques routiers professionnels, on prend en compte à la fois les accidents de trajet qui vont concerner les salariés qui se rendent sur leur lieu de travail ou sur leur lieu de restauration habituel. Et ensuite, les accidents de mission qui vont concerner les salariés dont la conduite est le cœur de métier. On pourra citer les commerciaux, les taxis, les chauffeurs poids lourds, les chauffeurs-livreurs, les ambulanciers, et également les salariés qui doivent se déplacer fréquemment ou ponctuellement, comme les aides à domicile, les agents d'entretien, ou si votre entreprise a plusieurs lieux géographiques et vous devez vous déplacer sur l'un ou l'autre lieu. Alors, si on s'intéresse maintenant à quelques chiffres sur le risque routier, il faut savoir que le risque routier en France demeure la première cause de mortalité au travail. En 2021, on a dénombré 454 personnes tuées dans un accident de la route lié au travail. On aura 368 personnes qui sont décédées lors d'un accident trajet-domicile, donc plutôt un accident de trajet, et 146 personnes lors d'un accident de mission. Ça représente 35% des accidents du travail mortels. Donc voilà, c'est vraiment la première cause de mortalité au travail. Dans sa globalité, en France, en 2021, on a dénombré 56 390 personnes qui ont été victimes d'un accident de la route lié au travail et 12 610 lors d'un accident de mission et 43 780 lors d'un accident de trajet. En moyenne, il y a un accident de la route lié au travail toutes les 10 minutes en France. Lorsqu'on parle de risque routier professionnel, il faut savoir qu'il y a plusieurs responsabilités et qu'également l'employeur a de nombreuses obligations. Tout d'abord, le risque routier doit être appréhendé comme un risque professionnel à part entière, au même titre que tous les autres risques professionnels, comme le risque chimique, le bruit, voilà, tous les risques professionnels qui peuvent exister, le risque routier doit être pris en compte. Alors, le Code du travail ne contient pas de dispositions spécifiques au risque routier, comme ça peut être le cas, par exemple, pour les produits chimiques. Néanmoins, l'employeur doit s'appuyer sur ce Code du travail pour mettre en place une démarche d'évaluation des risques en application des principes généraux de prévention. Et l'employeur est responsable surtout de la santé physique et morale de ses salariés. Donc, à la fois pour les accidents qui auront lieu dans le cadre d'un déplacement de mission, mais également pour les déplacements qui auront lieu du domicile au lieu de travail. Donc, en fait, l'employeur doit évaluer le risque et mettre en œuvre toutes les actions de prévention et de protection possibles pour garantir la santé et la sécurité de ses salariés lors des déplacements routiers. Les résultats de cette évaluation, à l'image des autres risques, doivent apparaître dans le document unique d'évaluation professionnelle. Alors, quelles sont les responsabilités, notamment lors d'un accident de mission, qui peut engager sa responsabilité? Donc, en premier lieu, il va y avoir la responsabilité pénale du salarié, car en cas d'infraction au code de la route ou lorsqu'il y a eu un accident corporel causé sur une autre personne, même si c'est avec l'utilisation d'un véhicule professionnel, le salarié est considéré sur l'espace public et donc, par obligation, il doit respecter le code de la route. Cependant, dès que le salarié conduit dans le cadre de son travail, la responsabilité civile et pénale de l'entreprise peut également être engagée, surtout s'il a été prouvé un défaut de mesure de prévention qui peut être à l'origine de l'accident. Quelques exemples, donc un défaut d'entretien du véhicule, une charge de travail trop importante pour le conducteur, donc des longs trajets, des absences de pause ou une charge de travail trop importante qui obligerait le salarié à ne pas être concentré sur son trajet qui peut provoquer un accident. Dans ce cas-là, on engagera la responsabilité à la fois civile et pénale du chef d'entreprise. Alors, pour terminer cette première partie sur les généralités, il est important et essentiel de faire un petit focus sur les différents facteurs de risque, c'est-à-dire qu'est-ce qui va rentrer en compte dans l'augmentation du nombre d'accidents dans le cadre du travail. Le premier vraiment facteur de risque, ça va être la vitesse. En effet, un accident mortel sur 3 a pour origine une vitesse excessive. Il faut savoir que la vitesse va diminuer le champ visuel et augmenter les distances d'arrêt. Ensuite, on va retrouver l'alcool qui est responsable d'un accident mortel sur 5. L'alcool, lui, va diminuer le champ visuel, perturber les capacités intellectuelles et ralentir les réflexes. L'utilisation de produits stupéfiants, responsable d'un accident mortel sur 7, ça va perturber l'attention et les réflexes et également la vigilance.
Autre facteur hyper important, et celui-là je pense que vous le connaissez tous, c'est l'utilisation du téléphone portable, responsable d'un accident mortel sur 9, ce qui est quand même quelque chose d'assez important. Il faut savoir que le risque d'accident est multiplié par 3 lorsque vous téléphonez au volant, et il est multiplié jusqu'à 23 lorsque vous écrivez ou vous écrivez un SMS, vous lisez ou vous écrivez un SMS en conduisant. Pourquoi? Puisqu'en fait, l'utilisation du téléphone va baisser la vigilance et augmenter le temps de réaction. Ensuite, on va retrouver les médicaments, un accident mortel sur 25. Et la fatigue. La fatigue, ça représente 1/3 des accidents sur autoroute. Pourquoi? Parce que la route est beaucoup plus monotone, on a moins de réflexes et du coup, la vigilance va diminuer et les temps de réaction vont augmenter. Et voilà, c'est surtout sur les autoroutes où on a le plus d'accidents liés à la fatigue. Un autre facteur qui va rentrer en compte, c'est la vue. En effet, on s'est rendu compte que 20% des responsables d'accidents présentent une déficience visuelle. Et les deux derniers, qui sont un peu moins courants, mais pourtant qui sont tout aussi responsables d'accidents, c'est les conditions météorologiques, puisque forcément, si la route est mouillée, si la route est enneigée, si la route est verglacée, ça va modifier les distances de freinage et aussi la visibilité. Et pour l'état du véhicule, un véhicule sous-équipé ou en mauvais état peut constituer un danger. Je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Jessica Legrand-Mira qui va maintenant vous parler des substances psychoactives qui sont l'un des facteurs principaux pour le risque routier. Alors, étant donné que le sujet d'aujourd'hui, donc c'est le risque routier et les substances psychoactives, je vais commencer par vous donner une petite définition de ce qu'est une addiction. Donc, l'addiction est une manière d'agir qui repose sur une envie répétée et irrépressible de faire ou de consommer quelque chose en dépit de sa motivation et des efforts du sujet pour s'y soustraire. Donc, l'addiction, c'est un comportement humain pathologique. Il vise à écarter, atténuer une sensation de souffrance intérieure et à produire du plaisir. Donc, c'est caractérisé par deux facteurs. Donc, c'est d'abord le craving, donc c'est le besoin impérieux et irrépressible de consommer une substance malgré la raison, c'est-à-dire qu'on sait qu'on ne devrait pas le faire, mais c'est plus fort que nous. Et donc, voilà, c'est l'altération du contrôle raisonnable. Donc, pour nous, l'addiction, aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'addiction est un comportement humain pathologique. Mais avant de vous parler de pathologie, on va d'abord devoir parler un petit peu de la physiologie. Je m'explique. Par exemple, si vous consommez un carré de chocolat, donc je consomme un carré de chocolat, je croque dedans, ça va activer une voie neuronale au niveau de votre cerveau, activer des neurotransmetteurs, notamment la dopamine, qui est responsable du plaisir. Donc je croque dans mon carré de chocolat et j'active un système de récompense. Mon chocolat, la récompense, c'est la sensation de plaisir. Le cerveau va faire un apprentissage du coup de cette sensation de plaisir et de l'activation de ce processus de récompense. Donc la prochaine fois, lorsque je vais voir du chocolat ou si je vais penser à du chocolat, je sais par association que si je croque dans ce carré de chocolat, je vais ressentir une sensation de plaisir. Donc ça, c'est la voie dans le système de récompense qui est dit physiologique. Il faut savoir que quand vous consommez une substance psychoactive, vous allez activer exactement c'est la même voie de récompense qui va être activée au niveau du cerveau, mais de façon décuplée. On dit jusqu'à 10 fois décuplée par rapport à la voie physiologique normale. Donc, on va voir maintenant un petit peu en 3 étapes comment, suite à la consommation d'une substance psychoactive, je passe de la physiologie à la pathologie et en quoi justement ces substances sont dangereuses. Donc, la première étape, c'est l'usage occasionnel, un état totalement non pathologique. Donc, c'est la consommation ponctuelle, récréative, en soirée, en week-end. Voilà, je vais consommer. Le résultat est très gratifiant. Néanmoins, il va commencer à y avoir une installation d'un processus d'apprentissage. Parce que, comme je vous l'ai dit, la substance psychoactive va suractiver de façon supérieure le circuit de récompense au niveau du cerveau. Donc, je sais que si je réitère l'expérience, si je reconsomme cette substance, je vais ressentir du plaisir. En étape 2, c'est l'usage soutenu. Donc, on parle d'un état non pathologique encore, ou plutôt modéré. Donc, en fait, c'est l'individu qui commence à consommer de façon un petit peu plus intense, donc intensification de la consommation, que ce soit en termes de fréquence, donc de plus en plus souvent, ou en termes de quantité. Donc, le week-end, si je consomme, je vais consommer davantage ou effectuer de la polyconsommation. Donc, l'individu qui consomme parvient toujours à assurer ses obligations, que ce soit ses obligations professionnelles ou sociales. L'état d'intoxication devient progressivement l'état normal, donc on commence légèrement à développer une certaine habitude à consommer, et l'état non intoxiqué est perçu comme désagréable. On va à cette étape commencer à parler de dépendance, mais non pas de dépendance physique, mais plutôt de dépendance psychologique.
Donc, en fait, en tant qu'employeur ou en tant que salarié envers vos collègues de travail, c'est plutôt à cette étape-là qu'il faudrait être un petit peu plus vigilant. Par exemple, si vous avez un collègue de travail jusqu'à présent qui a été totalement irréprochable, ça fait 5 ans qu'il travaille avec vous, jamais un retard, jamais une erreur sur le travail. Et là, vous voyez, bon, ben voilà, le premier incident, c'est un retard sur le poste de travail. Ou alors le fait d'avoir consommé la veille. Il arrive un peu fatigué. Donc, qui dit fatigue dit, si, par exemple, je conduis un véhicule, je suis chauffeur, baisse de la vigilance, baisse des réflexes. Donc, c'est vraiment à cette étape-ci qu'il faut idéalement pouvoir interagir et intervenir auprès de ce salarié, puisqu'on arrive à avoir de bons résultats à ce niveau-là. Ensuite, il y a l'étape 3. Donc là, on est vraiment sur la perte de contrôle. C'est l'étape pathologique avancée. Donc là, on est vraiment sur des conséquences délétères pour la santé et sur la situation sociale. Il y a malheureusement inévitablement des rechutes. Donc en fait, on parle de dépression de la transmission synaptique dans les zones de récompense. Donc ça se traduit sur un langage un peu plus simple donc, par de l'accoutumance. Donc en fait, j'ai besoin de consommer davantage ladite substance psychoactive pour arriver à un même niveau de plaisir. Donc, je m'habitue un peu trop justement à cette substance. Il va y avoir une perte de contrôle et un syndrome de manque. Donc, on est vraiment sur une dépendance physique et là, l'individu a inévitablement besoin d'aide pour s'en sortir. Il faut savoir du coup qu'une addiction, c'est la multiplication de 3 facteurs. Le premier facteur, c'est la substance. On va s'intéresser à ce que l'individu va consommer, son potentiel toxique et addictif, le dosage consommé, le mode de consommation, la fréquence et la polyconsommation. Mais on va aussi s'intéresser à l'individu. La génétique, l'âge de début, la personnalité, les troubles psychiques. Pourquoi? Parce que malheureusement, on ne naît pas tous égaux. On n'est pas tous vulnérables de la même manière face à la consommation de substances psychoactives. Il y en a qui vont pouvoir développer des addictions plus rapidement que d'autres. Néanmoins, il ne faut surtout pas oublier le facteur environnemental qui est primordial dans cette équation, étant donné que ça peut même prévaloir sur le facteur individuel, sur les facteurs individuels, c'est-à-dire l'influence de l'entourage, les représentations sociales, la qualité des relations sociales, les conditions de vie et de travail. Donc, l'environnement est un facteur vraiment prenant sur le développement des addictions. Donc là, c'est un petit graphique rapide. On ne va pas s'éterniser dessus longtemps. C'est juste pour vous faire prendre conscience visuellement assez rapidement que les substances psychoactives principalement consommées chez nous en France, c'est donc banalisé, c'est l'alcool, le tabac et le cannabis. Voilà. Et du coup, là, je vais vous parler rapidement des différentes substances, non pas pour faire un cours sur ces dernières, mais surtout pour vous donner un peu les effets que ça peut octroyer sur l'individu. Donc, le cannabis, effet sur la mémoire immédiate, donc diminution de la concentration, donc modification de la perception visuelle, des réflexes et de la vigilance. Donc là, on pense automatiquement voilà, à conduite et poste de sécurité. Les pathologies respiratoires et cardiaques liées à la cigarette, ça, tout le monde est assez sensibilisé là-dessus. Par rapport à l'alcool, donc c'est modification de la conscience, du comportement et de la perception, baisse de la vigilance, des réflexes. Donc pareil, on pense à la conduite, poste de sécurité, malaise, nausées, vomissements et coma éthylique, violence. Et j'ai rajouté en petit aparté donc les médicaments parce que il y a énormément de personnes qui sont voilà, sous prescription médicale, donc qui consomment des médicaments, notamment par exemple des antalgiques, qui peuvent modifier justement tout ce qui est vigilance et au volant. Voilà, par exemple, je vous donne un antalgique de palier 2 qui est fréquemment prescrit par les médecins lorsqu'on a un traumatisme, lorsqu'on a une fracture. Malheureusement, ça peut développer une dépendance. Et après, ça va se répercuter sur le travail et sur la vie sociale. Donc, escalade médicamenteuse, surconsommation, effet secondaire, accoutumance. Donc là, je vais rappeler rapidement la réglementation et les pratiques addictives en milieu du travail, notamment sur l'obligation des salariés. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'en tant que salarié, vous avez des obligations de sécurité envers vous-même, mais aussi envers vos collègues de travail. Vous vous devez d'exécuter le contrat de travail ou à tout le moins le règlement intérieur, parce que voilà, le règlement intérieur ou les notes de service, tout ça, étant donné que là-dedans, il peut y avoir justement l'encadrement par rapport aux consommations de substances psychoactives et justement les clauses disciplinaires. Par exemple, si on doit vous tester sur le lieu de travail, ce genre de choses, tout doit être inscrit sur ce règlement intérieur et vous devez vous y soustraire.
Enfin, il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse, bien sûr, et le salarié a un droit d'alerte et de retrait. Ça veut dire que si vous êtes témoin d'un collègue de travail ou d'un salarié qui est en état d'ébriété ou qui aurait vraisemblablement consommé, vous avez un devoir d'alerte. Vous devez alerter qui de droit, le responsable SST, la hiérarchie. Mais si vous-même vous sentez en danger, une fois que vous avez alerté, vous avez le droit de vous retirer pour vous protéger. Ensuite, par rapport aux obligations des employeurs, donc le Code du travail prévoit que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il doit aussi dresser une liste des postes à risque, justement, pour la santé et la sécurité des travailleurs. Donc, les postes à risque, on l'a dit, c'est les CACES, habilitation électrique, tout ce qui est conduite, travail en hauteur. Et enfin, le Code du travail, donc l'employeur doit désigner un salarié compétent pour s'occuper des activités de protection de prévention des risques professionnels de l'entreprise. Donc ça, c'est le référent SST si vous en avez un dans votre entreprise. Aussi, les obligations des employeurs, donc c'est le fait d'établir le document unique d'évaluation des risques professionnels. Je crois que ma collègue Hélène vous en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, le risque routier doit être inscrit dans le DERP en tant que risque à part entière, ainsi que le risque des addictions, donc de consommation de substances psychoactives, lui aussi doit être inscrit dans le DERP. Enfin, l'employeur doit donc rédiger le contrat de travail. Si vous êtes au moins 50 salariés ou plus, il faut absolument un règlement intérieur. Ou à tout le moins, si vous êtes moins nombreux, au moins des notes de service qui prévoient aussi, donc qui vont pouvoir inclure un petit peu, justement, cadrer un petit peu toutes ces consommations et inclure les clauses disciplinaires. Et enfin, ben, c'est la sensibilisation des salariés. Donc, l'employeur se doit d'organiser régulièrement des sensibilisations sur les risques professionnels. Alors là, c'est un petit exemple de règlement intérieur, hein, je ne vais pas tout dire. Donc, le premier, voilà, interdiction de la consommation de toute boisson alcoolisée au sein de l'entreprise lorsque la santé ou la sécurité des salariés est en jeu. On va avoir les mesures d'encadrement des pots d'entreprise. Voilà, interdiction voilà, de consommer des drogues sur les lieux de travail. Il faut savoir que voilà, tout ce qui est règlement intérieur doit être porté à votre connaissance. S'il y a modification, ça doit être porté par le CSE et ça doit être porté à la connaissance de tous les salariés. Voilà, donc ça encadre vraiment, par exemple, les pots d'entreprise, la consommation et les clauses disciplinaires. Et là, je vais passer la main à Dr Pelletier qui va vous parler de l'accompagnement de votre service de santé, de prévention de santé au travail. Oui, donc au niveau du SPST, on a vu que effectivement les employeurs, les salariés avaient des droits, des obligations, mais aussi des droits. Nous, on est là effectivement pour essayer de faire respecter toutes ces obligations, mais aussi surtout pour vous accompagner, en particulier devant ces problématiques de prise de substances psychoactives. Bon, on sort un petit peu du cadre du risque routier, hein, parce que vous pouvez très bien avoir des gens qui conduisent pas, mais qui sont à l'intérieur de l'entreprise dans des situations ou dans des états qui pourraient compromettre leur sécurité. Donc, on a effectivement au sein de notre service mis en place des outils, des protocoles de conduite à tenir. Alors, c'est pas spécifique à Audalia, hein. Pour avoir discuté déjà avec des collègues d'autres services, on se rend compte que d'autres services font exactement la même chose. Protocole de conduite à tenir un petit peu différencié suivant que la situation soit aiguë ou chronique. Vous pouvez nous demander un avis médical immédiat devant une situation que vous jugez dangereuse ou qui vous échappe un petit peu. Vous pouvez aussi nous demander des avis, des conseils par rapport à une prise en charge, qu'est-ce qu'il faut faire devant telle situation. On verra plus tard que vous pouvez aussi nous demander des visites auprès de notre service pour avoir un avis et éventuellement des restrictions, des aménagements de poste éventuels. On a aussi des protocoles pour conduite à tenir puisqu'il va falloir faire pratiquement systématiquement des entretiens entre l'employeur et le salarié pour essayer de savoir pourquoi on en est là, est-ce qu'on peut être amené à lui proposer pour l'aider. Tout ça, ça peut être retranscrit dans une fiche constat que je vais vous montrer aussi. On peut aussi mettre en place un contrat de retour sur site qui permet aussi de revoir le salarié et de s'assurer que, au-delà de notre avis, le salarié est en état et prêt pour
reprendre son poste de travail. Et puis, effectivement, au cours de la visite ou devant un avis médical immédiat, nous demander notre avis pour s'assurer que le salarié est en état de reprendre son poste ou alors l'enlever du poste. Donc, je vous ai dit qu'on pouvait différencier la conduite à tenir devant des situations chroniques ou aiguës. Alors, c'est vrai que sur une situation d'alerte aiguë, ben voilà, il y a toute une espèce de protocole qui peut se mettre en place. Effectivement, soustraire le salarié à la situation, ça paraît évident. Alerter la hiérarchie et les SST, ça paraît aussi évident. Demander un avis médical, alors, soit à nous, mais plus sûrement au centre 15, au SAMU. Au centre 15, oui, parce que ça a un autre avantage, c'est que la conversation va être enregistrée. C'est-à-dire si ultérieurement il y a des problèmes de contestation et tout, et qu'il y a un problème médical aussi, voilà. Ça permet d'avoir une trace écrite. Éventuellement organiser la prise en charge, rédiger ce fameux constat. Alors, ce n'est pas forcément un truc à faire dans l'urgence si la situation est urgente, mais il va falloir quand même le rédiger, ce constat. Et puis, on peut commencer à penser à organiser la consultation auprès du médecin du travail pour essayer d'en savoir plus et voir ce qu'on peut faire. Dans les situations chroniques, bon, là, on a peut-être un petit peu plus de temps pour rédiger ce constat. Il va falloir effectivement réaliser ce fameux entretien avec la hiérarchie. Là aussi, on va retrouver l'organisation de la consultation auprès de nos services pour éventuellement suivre nos recommandations, proposer un suivi d'accompagnement et puis éventuellement, s'il le faut, faire des points réguliers pour avant une éventuelle reprise. Là, je vous ai mis un petit exemple de ce que vous pouvez faire au niveau de l'entretien, comment aborder la situation. Alors, c'est vrai que là, c'est dit comme ça, mais je vous dirai après qu'effectivement, le but, c'est de vous former, de former les managers, former les encadrants pour qu'ils ne se retrouvent pas devant des situations qu'ils ne maîtrisent pas complètement. Donc, effectivement, il va falloir nommer, marquer la relation, dire pourquoi l'entretien se passe. Il va effectivement aussi falloir rassurer, demander la permission, mais rassurer surtout la personne, puisque on va pouvoir s'immiscer un peu, si j'ose dire, dans sa vie privée. En restant ferme, c'est-à-dire qu'il va falloir, voilà, je constatais que il y a un problème, il faut que tu m'expliques des choses comme ça, voilà. Dire les faits observables et concrets, laisser un espace d'échange, ouvrir un espace d'échange pour éventuellement des questions, et puis proposer des options de solutions, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, pour permettre une prise en charge adéquate. Donc ça, c'est la fameuse fiche constat qu'on a mis en place chez nous. Alors bon, elle est assez dense, hein, effectivement à établir par le supérieur hiérarchique ou l'employeur. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des trucs concrets, donc la description de la situation, voilà, avec plusieurs symptômes qui peuvent être présents ou pas. Effectivement, le lieu, le date du constat, ce qu'on a fait au niveau de la prise en charge, l'appel du centre 15, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça peut être aussi effectivement, malheureusement, la police, s'il y a un problème d'agression ou de personne qui est un peu véhémente. Voilà, et en fait, cette fameuse fiche constat, elle peut effectivement nous être transmise pour information, tout en sachant que dans ces cas-là, la plupart du temps, on a un contact direct avec l'employeur, puisqu'il va souvent nous demander ce qu'il peut faire, ce qu'il peut mettre en place. Le petit contrat de retour sur site, alors ça, on l'a mis en place aussi chez nous. Ça n'existe pas forcément dans certains autres services. C'est effectivement surtout pour l'employeur de s'assurer que son salarié est en capacité de reprendre son poste avec ou sans, en plus, comme c'est marqué, avec ou sans l'avis et les recommandations du médecin du travail, puisque là, ça permet aussi d'avoir les observations et du supérieur et les commentaires de la personne concernée. Ça permet aussi surtout d'avoir un nouvel échange avec le salarié dans sa reprise effective de travail. Alors, on a vu que vous aviez les possibilités de nous demander des visites médicales.
Alors, théoriquement, nous, on aime bien quand même que vous êtes quand même censé avertir le salarié du motif de la visite. Donc là, je pense que de toute façon, oui, il sera au courant du motif pour lequel il va être convoqué. Ce qui est important aussi pour nous, c'est par rapport au retour de la visite. On va s'en tenir uniquement en termes d'aptitude aux restrictions. Ça, c'est par rapport au secret médical. Mais ce qui ne nous empêche pas à côté d'appeler l'employeur et de voir avec lui ce qu'on peut faire par rapport à une conduite à tenir ou des éventuels aménagements. Et le médecin du travail, au-delà de cette visite médicale demandée par l'employeur, ben, il peut aussi demander à revoir le salarié, que ce soit pour refaire le point ou pour faire Docteur Pelletier? voilà. Ah, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit problème de son. Il y a eu un petit problème de connexion, ouais. Oui, oui, oui. Au niveau des autres accompagnements du service de prévention de santé au travail, donc voilà, les entretiens avec l'employeur, pas forcément pour le cas précis, mais aussi pour d'autres, par exemple des demandes de formation, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient un peu démunis devant ces situations. Voilà, formation des dirigeants ou des salariés. Proposition d'accompagnement spécifique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, puisqu'on peut être amené, nous, en tant que médecin, à voir le salarié régulièrement, soit tout seul, soit effectivement en liaison avec les structures de soins spécialisées. Pour résumer un petit peu tout ça, euh, l'accompagnement du SPST, ben, ça rentre un peu dans le cadre de la démarche de prévention globale. Donc effectivement, il faut accompagner chacun, donc protéger le salarié, le retirer du poste si besoin, prévoir un retour avec soit un aménagement de poste, un reclassement ou d'autres solutions si besoin. Tout ça, ça doit effectivement respecter les obligations et ça doit être inscrit, que ce soit par rapport au règlement intérieur, des chartes, des notes de service, dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, et tout en tenant compte des conditions de travail. Et puis effectivement, de notre côté, on peut être amené aussi à proposer soit aux dirigeants, aux managers, mais aussi aux salariés, de les former, de les informer pour pour qu'ils puissent réagir convenablement et de toute façon optimale par rapport à ces situations qui sont toujours un petit peu délicates. Je crois que c'est la dernière diapo et Oui. après on doit passer au C'est quiz. ça, c'est ça. Merci beaucoup donc pour toutes ces informations. Donc maintenant, on va tester vos connaissances avec une partie quiz. Donc je vais vous inviter à scanner le QR code qui s'affiche à votre écran. Ça vous permettra du coup de pouvoir vous connecter sur l'application AA Slide. Donc vous verrez, quand je vais lancer la première question, on va vous demander de renseigner un pseudonyme et de choisir un petit avatar. Comme ça permet de faire un petit tableau de score, histoire de se challenger un petit peu. Donc, je vais laisser la parole à Mathis Gaspard pour la première question. Alors, à votre avis, selon vous, par combien multiplier le risque d'avoir un accident quand on prend de l'alcool? Vous êtes majoritairement à avoir répondu 18.
Enfin, 10. Donc en fait, oui, c'est 18. Parce qu'en fait, le fait de prendre de l'alcool, ça, comme on l'a vu précédemment, ça joue sur les sens, donc forcément sur les distances d'arrêt, le temps de réaction. Et il faut savoir donc que le risque lié à la prise d'alcool quand on prend le volant est forcément multiplié par 18. Donc ça montre bien que le facteur en fait qui est essentiel dans cette partie, c'est les sens qui sont troublés et donc le sentiment aussi de la vulnérabilité quand on est sous l'emprise d'alcool notamment. Alors selon vous, l'alcool est responsable de combien en pourcentage de la mortalité routière en France? 8, 25 ou 30? Ah, vous avez presque eu tous juste. C'est bien 30%, ça représente donc un tiers sur la mortalité routière, donc c'est énorme. À savoir aussi que, pour information, 25% des accidents mortels sont dus à une vitesse excessive et 8% sont dus à la fatigue dans les accidents mortels. Pour l'instant, c'est Sandra qui est en tête. Ah non, c'est Émilie maintenant. Alors, la prochaine question, c'est je peux consommer du CBD sans risque, car c'est autorisé sur le marché. Vrai ou faux? Voilà, donc la bonne réponse, c'était faux. Et c'est bien là où il y a une petite contradiction un petit peu dans la législation française parce que ben, le CBD, sa commercialisation est autorisée, vous pouvez le consommer. Néanmoins, l'arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2023 stipule bien et clairement que conduire après avoir consommé du CBD est totalement interdit parce que le CBD peut contenir des présences de THC, donc considéré comme un stupéfiant. Et puis en France, on est vraiment sur de la tolérance zéro à ce niveau-là. Donc voilà, vous pouvez en acheter, c'est commercialisé. Néanmoins, vous ne pouvez pas conduire enfin, vous pouvez pas consommer du CBD et conduire tout de suite après. Ou alors, si vous êtes un grand consommateur de CBD et que vous en consommez vraiment tout le temps, régulièrement, quotidiennement dans la journée, là, c'est pas possible parce que vous serez également probablement positif justement au test de stupéfiants. Allez, Émilie qui est en tête pour l'instant. Alors, durant combien de temps un test salivaire peut-il être positif au cannabis pour un usage régulier? 8 heures, 24 heures, 8 jours. Donc voilà, la bonne réponse, et c'était un petit peu le piège dans cette question, c'était la dernière partie de la question qui disait pour un usage régulier. Parce qu'en fait, toutes les réponses qu'on vous a données sont exactes. Ça dépend de l'usage que vous faites du cannabis. Si vous êtes un consommateur ponctuel, très occasionnel de cannabis, effectivement, un test salivaire peut être positif jusqu'à 8 heures. Si vous avez un usage régulier de cannabis, ça peut monter jusqu'à 24 heures. Et si vous êtes un grand consommateur de cannabis et que vous consommez quotidiennement, ça peut aller jusqu'à 8 jours. Mais donc là, pour l'usage régulier, c'était 24 heures. Allez, toujours Émilie.
Alors, parmi les boissons suivantes, lesquelles sont autorisées sur le lieu de travail? Entre le vin, la bière, spiritueuse, cidre, poirée. Vous avez plusieurs réponses possibles. Voilà, ben vous avez été pas mal bon là-dessus. Voilà, parce que personne n'a mis les spiritueux. Donc, effectivement, c'est le seul qui n'est pas autorisé justement sur les lieux de travail. Tout le reste, vous y avez droit. Alors, un salarié refusant un test de dépistage peut-il être sanctionné, notamment s'il occupe un poste de sécurité? Voilà, donc la bonne réponse, c'était oui, notamment, surtout s'il occupe un poste de sécurité. Parce qu'en fait, s'il se soustrait justement au test de dépistage, il peut donc être considéré comme commettant une faute qui sera sanctionnable selon ce qui va être stipulé dans le règlement intérieur. D'où l'importance d'avoir un règlement intérieur qui cadre vraiment la consommation et qui met les clauses préjudiciables justement de consommation des substances. Donc là, effectivement, oui, poste de sécurité, il doit normalement se soustraire au test de dépistage. Alors, à votre avis, combien y a-t-il de grammes d'alcool pur dans un verre standard? 5, 10, 15 ou 20? Ouais, c'était bien 10. En fait, la dose d'alcool dans un verre, peu importe l'alcool, c'est égal à 10 grammes d'alcool pur. Alors évidemment, ça correspond aux doses normalisées dans les débits de boisson. Voilà, ça compte pas forcément si on sert un verre à un ami, etc. Forcément, la dose sera différente. Mais dans un verre d'alcool, c'est toujours 10 grammes d'alcool pur. Toujours Émilie qui est en tête. Alors, comment faire baisser plus rapidement mon taux d'alcool dans le sang? Boire beaucoup d'eau, faire de l'activité physique ou attendre? Ouais, c'est ça. Il faut attendre. Il n'y a pas d'autre solution. Parfois, il y a un petit peu des idées reçues, comme quoi si on mange, ça diminuerait le taux d'alcool, mais il n'y a que le temps qui permet de diminuer ce taux considérablement jusqu'à ce qu'on arrive à une dose qui est acceptable. En quoi la consommation d'alcool avant de prendre le volant est-elle dangereuse? Il y a plusieurs réponses possibles.
Vous n'êtes pas tombé dans le piège, entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est la question où il n'y a que des bonnes réponses. On l'a vu précédemment, quand on prend le volant et qu'on a consommé de l'alcool, on a donc un baisse du temps de la réaction et de la vue, une mauvaise évaluation des distances et forcément une prise de risque qui a augmenté. Toujours Émilie qui est en tête. Dernière question. Sur une boîte de médicaments, des pictogrammes de différentes couleurs sont indiqués et sont liés à la conduite. Quelles sont ces couleurs? Jaune, rouge, noir, vert, orange, rouge ou jaune, orange, rouge? Ouais, c'est ça, c'est jaune, orange, rouge, sachant qu'il y a différents niveaux qui correspondent donc à des mentions. Donc le niveau 1, c'est le pictogramme jaune. Ça veut dire en gros que la conduite reste possible, mais le médicament peut entraîner une légère somnolence à évaluer. Donc il est conseillé de ne pas prendre le volant si des symptômes apparaissent. Le niveau 2, c'est le pictogramme orange. La conduite peut être mise en cause. Il est conseillé de vérifier votre aptitude à la conduite avec un professionnel de santé. On le retrouve notamment sur des emballages de certains antidépresseurs, des antidouleurs aussi. Donc le niveau 3, c'est le pictogramme rouge. Donc ça veut dire que la conduite est fortement déconseillée car le médicament peut vous endormir ou parce qu'il altère votre vision. Donc il est conseillé de voir avec son médecin le délai sans conduite imposée. Voilà. Oui, c'est important aussi de préciser que l'addition de plusieurs médicaments peut aussi accentuer la somnolence. Donc ça veut dire que si on prend plusieurs traitements de niveau 2, ça peut avoir le même effet que le niveau 3. Donc c'est Émilie qui a remporté la partie. Oui, bravo Plutôt que Émilie, du coup, qui a fait un très bon score. Merci donc d'avoir joué. Si vous avez besoin de retrouver en fait des informations, enfin les ressources pour aller plus loin, donc on vous les cite sur cette diapo. Sachez également donc, que vous retrouverez le replay et le support PDF de ce webinaire d'ici quelques jours sur notre site internet présence-pacacorse.org. Et bien écoutez, maintenant, on va passer à la partie dédiée à vos questions. Donc, je vous rappelle que vous pouvez utiliser le bouton QR pour poser vos questions à nos intervenants. Si vous avez besoin de précisions sur les différents sujets, les différentes parties qu'on a pu voir. Voilà, donc ils sont là pour vous répondre. On a à peu près 15 minutes. Donc n'hésitez pas à poser des questions et je laisserai Hélène Cogé lire vos questions à nos intervenants. Donc, en attendant de voir si d'autres questions arrivent, une première question concernait la fiche constat, savoir comment on peut se la procurer. Est-ce qu'elle existe sur Internet ou est-ce qu'il faut forcément passer par au service de médecine du travail pour l'obtenir? Celle que je vous ai montrée, en fait, c'est une fiche qui a été faite au sein de notre service. Alors, je sais que d'autres services sont quasiment la même. Alors, par contre, je ne peux pas vous dire à 100% si elle est vraiment disponible sur Internet. En tout cas, de toute façon, elle n'est pas, que ça soit la nôtre, elle n'est pas copyright, hein. Vous pouvez vous en servir, c'est pas un secret. Si vous voulez vous en servir, vous pouvez sans problème, hein. Merci. Et puis surtout, enfin, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre service de prévention et de santé au travail pour voir s'ils ont des documents similaires et pour pouvoir être accompagnés sur l'élaboration de ce type de fiche. Alors, une autre question. Si l'on dort chez un ami pour une soirée pyjama et que l'on se rend à son lieu de travail et qu'on a un accident, comment ça se passe? Est-ce que c'est un accident trajet domicile-travail? Soirée pyjama.
Bon, au-delà du contexte de la soirée pyjama, je pense que oui, en fait, ça reste quand même considéré comme un accident de trajet. C'est juste qu'en fait, vous n'avez pas dormi au même endroit que votre endroit habituel, mais c'est quand même l'endroit où vous avez dormi, c'est quand même le trajet que vous avez fait de votre lieu où vous avez dormi jusqu'au lieu de travail. Donc, ça sera considéré comme un accident de trajet. En revanche, après, voilà, il y a toujours ces histoires de responsabilité. Est-ce que vous étiez sain quand vous avez pris la route? Est-ce que vous étiez alcoolisé? Qu'est-ce que vous avez consommé suite à votre soirée pyjama? Voilà, après on rentre dans d'autres contextes, mais cet accident pourrait être considéré comme un accident de trajet. On attend de voir s'il y a d'autres questions. A priori, pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Je pense que vous avez tous été très clairs et du coup, ça n'a pas suscité de questions supplémentaires. Donc, en tout cas, si vous avez par la suite des questions, donc comme je vous le disais, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre service de prévention et de santé au travail. Bon, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent. Ah, si, peut-être. Ah, Alors, il y a plusieurs réponses là, ça y est, ça arrive. Question qui arrive. Donc, au-delà des addictions avec substances, les addictions comportementales, on pense notamment à l'usage des écrans en conduite. Est-ce qu'elles peuvent engager la responsabilité de l'employeur en cas d'accident? Alors oui, par rapport aux écrans, ben, en fait, là, par contre, on est vraiment sur enfin, c'est la voie publique. Vous êtes sur la voie publique. Donc, c'est un petit peu ce que ma collègue Hélène vous disait, hein. Peut-être qu'Hélène, tu peux rebondir sur ce que je dis. Mais voilà, les écrans au volant, c'est pas autorisé. Donc, que vous soyez dans un véhicule d'entreprise ou dans votre propre véhicule, les écrans, normalement, voilà, ne sont pas autorisés. Vous devez à tout le moins, au moins avoir le Bluetooth et ne pas manipuler le téléphone, ne pas lire vos textos, ce genre de choses. Sinon, de toute façon, vous pourrez être poursuivi, vous, personnellement. Et si en plus vous êtes avec voilà, la responsabilité de l'employeur pourrait éventuellement être engagée si jamais voilà, c'est lui qui vous oblige à répondre au téléphone, ce genre de choses. Mais de toute façon, c'est vous qui êtes responsable. Je ne sais pas si Hélène, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est exactement ça. En fait, là, c'est vrai qu'on parle d'addiction aux écrans. Là, on rentre vraiment dans le code, enfin, dans le cadre de respect du code de la route. Et dans le code de la route, il est bien écrit que l'usage du téléphone portable au volant est interdit. Donc, il y aura à la fois la responsabilité de l'employeur, puisque forcément, l'employeur est là aussi pour donner les règles et le cadre à son salarié. Mais le salarié sera aussi pénalement responsable puisqu'il n'a pas respecté le code de la route. Je pense que la question, c'était aussi par rapport à peut-être à des salariés qui sont amenés à faire des dépannages et que l'employeur l'appelle pendant le trajet pour lui dire, bah voilà, faut que tu ailles là, faut que tu ailles là. Donc c'est vrai que la responsabilité de l'employeur et du salarié est toujours engagée, mais si effectivement il est obligé de répondre, bah après c'est les bonnes manières. Il faut s'arrêter sur le bord de la route et puis prendre le temps de répondre au téléphone ou, euh, avec son véhicule à l'arrêt, quoi. Très bien, merci. On a encore deux autres questions qui viennent d'arriver. Un accord d'entreprise peut-il interdire le vin, la bière lors de la coupure méridienne? Alors en Oui. fait, ça va plus, ouais, ça va être corrélé en fait avec le poste en question. Donc en fait, il faut toujours que ce soit corrélé avec une notion de danger et de sécurité. Donc si la personne justement, elle a un poste à risque, il y a du travail en hauteur, il y a des habilitations électriques, il y a des cassettes, il y a de la route. Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est tolérance zéro. Donc oui, et éventuellement, il peut y avoir dans le règlement intérieur des clauses, mais il faut toujours que ce soit corrélé avec une notion de responsabilité et de sécurité. Je ne sais pas si Docteur Pelletier veut rajouter un élément par rapport à ça, mais voilà, je donne un exemple, une Non, non, secrétaire. Ouais. ça c'est la règle générale, mais moi, Ouais. effectivement, j'ai une entreprise qui a, même si pour tous ses salariés, que ce soit la secrétaire au bureau jusqu'au effectivement au conducteur et tout ça, ils ont interdit tout alcool au sein de l'entreprise pour tout le monde. Voilà. Et effectivement, ça a été marqué dans le règlement intérieur. Et légalement, oui, c'est plus par rapport au poste de sécurité. Merci.
Alors, un accident survenu entre le lieu de travail et un rendez-vous chez le kiné avant de rentrer au domicile est-il un accident de trajet? Je me permets de répondre à cette question. Donc, en fait, le Code du travail précise bien que l'accident de trajet, c'est vraiment le trajet entre son domicile ou une habitation secondaire et son lieu de travail, donc trajet aller-retour. On admet quelques détours qui sont liés vraiment pour l'usage commun et a été reconnu uniquement le fait d'aller chercher son pain à la boulangerie et le fait d'aller chercher les enfants chez la nourrice à la crèche ou évidemment à l'école. Donc en fait, tous les autres détours ne sont pas considérés comme des détours nécessaires à la vie de tous les jours. Donc un rendez-vous chez le kiné, en fait, ne serait pas reconnu comme un accident de trajet, sauf si pour aller au kiné, vous repassez chez vous et que vous allez au kiné ensuite. Alors, une nouvelle question. Dans le cadre d'une activité d'hospitalisation à domicile, les employés sont amenés à utiliser le GPS avec le téléphone pour aller chez les patients. Est-ce que l'employeur est dans l'obligation de fournir un dispositif évitant aux employés d'utiliser le téléphone? Est-ce que quelqu'un souhaite répondre à cette question? C'est la notion qu'en fait, ils sont obligés de, un peu comme les un peu comme tout le monde, hein, de fournir des systèmes main libre et pour éviter que le salarié soit obligé de prendre son téléphone. Après, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est les bonnes manières. Et donc, voilà, quand vous avez un téléphone, enfin un coup de fil ou quelque chose, bah, vous arrêtez puis vous répondez. Après, le GPS, maintenant, ils sont pratiquement dans toutes les voitures. Donc, Oui. Après, si je peux me permettre, comme le docteur Pelletier le dit, voilà, il y a tous les kits main libre maintenant qui permettent de conduire en sécurité. Après, normalement, quand on répond à un appel, généralement, ça doit être un appel court et bref. Donc, voilà, même avec le système Bluetooth, le système de sécurité, on ne doit pas tenir une conversation d'un quart d'heure, 20 minutes, en conduite. Parce que là, vous êtes plus sur de la vigilance à 100 quand vous conduisez, parce que vous êtes un petit peu accaparé par la conversation que vous menez. Donc, au pire, c'est voilà, je suis au volant, je te rappelle dans 5 minutes. Voilà, si urgence, en 2-2, rapidement, on répond, on donne l'information nécessaire et éventuellement, je te rappelle. Il faut savoir, moi, pour l'avoir entendu dans mon travail, qu'effectivement, quand il y a des accidents de la route et que le téléphone portable est incriminé ou en tout cas est mis en cause, je veux dire, et que malheureusement, il y a eu blessure ou il y a eu voilà, des coups mortels, je veux dire, les forces de l'ordre vont devoir enquêter à savoir justement comment a été utilisé le téléphone. C'est quelque chose qui peut éventuellement être fait. Donc, si vous êtes sur YouTube, sur Facebook ou ce genre de choses, là, on n'est plus dans le cadre et c'est votre responsabilité qui est engagée. Ouais, je terminerai pour compléter un peu cette question parce qu'elle parlait surtout de l'utilisation du GPS via le téléphone. Ah. Est-ce que l'employeur est dans l'obligation de fournir un dispositif? Alors en fait, c'est toujours pareil, c'est l'employeur a une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il doit tout mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité de ses salariés. Bah, bien sûr, si les véhicules, si c'est des véhicules de service notamment, ne sont pas équipés, que le salarié doit utiliser son téléphone, bah là on n'a pas trop le choix, mais on pourra reprocher à l'employeur de ne pas fournir des véhicules qui ont des GPS intégrés. Une dernière question qui vient d'arriver. Donc, pour revenir à la question kiné, on est obligé de revenir à son domicile même si le rendez-vous kiné est prescrit suite à un accident de mission. Bon, alors moi, je ne sais pas si Hélène, tu veux répondre parce que je pense que tu as un peu répondu à la question, mais non, en fait, enfin, je veux dire, là, c'est le bon sens. C'est soit vous rentrez chez vous, ce qui ne sert pas à rien, ce qui sert à rien, enfin, je veux dire, du moment où vous devez vous rendre à votre rendez-vous médical, si vous partiez de la maison, ce serait la même chose, ce ne serait pas un accident de trajet. Du moins, moi, je le comprends comme ça. Je sais pas si tu veux rebondir, voilà, Oui, de c'est rentrer exactement à ça. la maison uniquement pour enfin voilà, cocher la case de je suis rentrée à la maison et je repars. De toute façon, du moment où vous êtes rentré à la maison, quand vous allez repartir de votre domicile au kiné, ce sera la même. Donc, ça sert à rien de rentrer à la maison. Voilà, c'est pas un accident de trajet et
Ça sert à rien de rentrer à la maison. Voilà, et même si ce rendez-vous de kiné est prescrit suite à un accident de mission, oui, donc là, oui, ça va rentrer dans le cadre, entre guillemets, lié à... les frais vont être pris en compte par l'employeur. Par contre, en revanche, oui, si vous avez un accident entre votre lieu de travail et ce rendez-vous kiné, malheureusement, ce ne sera pas considéré comme un accident de trajet, mais comme un accident de la vie de tous les jours. Merci. Je vois que on arrive au temps imparti pour ce webinaire, hein. Donc, merci à tous les participants. Merci pour vos questions et merci à nos intervenants pour leur présentation. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver donc le replay ainsi que le support PDF sur notre site internet présence-pacacorse.org d'ici quelques jours. Et bien, écoutez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un autre webinaire régional.